Alors, deuxième partie de cette interview avec Nicolas Mascret, l'auteur, entre autres, de N'oublions pas les bons profs. Excellent ouvrage et quelque chose qui montre un petit peu l'éclectisme de tes propositions et de ta réflexion. Et encore une fois, un grand merci de nous accueillir ce soir. Tu as évoqué le PS et ton regard au temps du confinement, les difficultés qu'on risque de rencontrer lors de la phase de déconfinement. Tu as essentiellement intervenu sur l'aspect moteur. Néanmoins, tes recherches que tu vas peut-être nous présenter un petit peu sont actuellement, enfin depuis quelques années, pardon, sur la motivation, sur la gestion du stress. Quel regard porte le chercheur pendant cette phase de confinement et encore une fois, ce qui va se passer après, concernant cette motivation? Est-ce que on a réussi à l'entretenir à minima? Est-ce qu'au contraire, certains élèves qui étaient déjà relativement perdus, on les a effondrés de par la présentation d'abdos de rêve et de jonglerie à 4 balles, etc. tout de suite? Comment le stress a pu embêter nos élèves chez eux, dans des cellules familiales qui peuvent peut-être être de temps en temps compliquées? Il y aura une troisième partie qui sera un petit peu différente encore. On t'écoute. Sur la motivation, je pense que ce qui fait la différence dans la qualité d'impact de ce que les profs de PS ont pu proposer aux élèves, c'est finalement les mêmes leviers motivationnels que ce qu'ils peuvent utiliser en situation normale, classique de PS. C'est-à-dire que balancer une vidéo sur un environnement numérique de travail, c'est pas l'élément qui va être le plus motivant, parce que certains vont se dire, de toute façon, j'y arriverai jamais, d'autres ils vont se dire, ça va être trop facile. Bref, on tombe sur les problématiques classiques. En fait, je pense que ce qui a pu impacter les gamins, c'est des leviers motivationnels par de l'EPS à distance, dans le cadre de la continuité pédagogique, sur, par exemple, être capable de s'adapter à la diversité des gamins. Donc, par exemple, il y a des profs qui définissent différents niveaux de réalisation sur des circuits avec différents nombres de répétitions, différents nombres de séries, avec une intensité qui n'est pas forcément la même. Donc ça, c'est un premier élément motivationnel qui peut augmenter la probabilité que ça ait impacté les élèves. Deuxième élément, c'est qu'il y ait de la progressivité. Parce que si je fais le circuit une première fois et puis je me rends compte que c'est très facile ou que c'est trop difficile, au final, je ne vais pas avoir envie de le refaire une deuxième fois. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que petit à petit, il y ait une sorte d'EPS à distance où les exigences augmentent. Ce qui peut aussi fonctionner, c'est avoir aussi donné du choix aux élèves. Donc, je prends un exemple. Il y a des propositions qui ont été faites en EPS où il y avait un envoi qui était plutôt sur, on va dire, circuit, préparation physique, méthode Tabata. Il y avait un élément qui était beaucoup plus sur gainage, vraiment sur ces aspects-là, et un autre aspect qui était plus sur méditation yoga. Et donc, en disant aux élèves, voilà, vous avez 3 activités, vous en choisissez 2 sur les 3, et puis vous me faites un retour. Donc ça, c'est aussi un levier motivationnel, le choix qui fonctionne très, très bien. Enfin, dernier élément qui, pour moi, peut augmenter la motivation des élèves par rapport aux propositions des collègues, c'est les feedbacks. Les feedbacks qui ont été donnés par le prof par rapport aux élèves. Alors bien sûr, on n'est pas dans les mêmes feedbacks qu'on peut avoir quand on est sur le terrain avec son élève, où on va le voir, on lui donne un conseil. Mais par exemple, demander aux élèves de faire remonter quelque chose et le prof fait un petit commentaire dessus. Bref, c'est ces éléments-là de suivi qui font que, au final, c'est les mêmes leviers motivationnels qu'en EPS classique, mais mis en œuvre de façon différente parce qu'à distance. Alors, ouais, juste un point qui me semble important d'un point de vue de la motivation, c'est que ce qui est frustrant, je pense, pour un prof d'EPS, et là je vais parler de la motivation du prof plutôt que la motivation des élèves, c'est que quand on est sur le terrain face aux élèves, quand on propose quelque chose qui est adapté, où les élèves s'éclatent, où ils prennent du plaisir, où ils progressent, ils se transforment, il y a des relations sociales, on le voit. Et vu qu'on le voit, ça nous rapporte, allez, on va dire une image valorisée de soi-même en tant que prof de PS qui nous fait du bien et qui nous dit qu'on fait un super métier et qu'on a encore plus envie de s'adapter aux élèves et de les faire avancer. Et là, ce qui est extrêmement frustrant d'un point de vue motivationnel pour les profs de PS, c'est qu'au final, soit on le voit pas du tout, soit on le voit très peu. Et cet aspect-là, c'est un aspect qui est un aspect social, un aspect collectif, mais qui manque sur l'EPS à distance, même si, au final,
eh ben, il y a du collectif qui se crée dans ces circonstances exceptionnelles. Il y a du collectif qui se crée entre les collègues d'une même équipe pour proposer quelque chose d'adapté à leur établissement. Il y a du collectif qui va se créer dans la relation que le prof et les élèves vont pouvoir avoir dans cette EPS à distance par des messages, par des carnets d'entraînement qui sont remplis. Mais il y a aussi quelque chose qui n'était peut-être pas forcément prévu, qui était peut-être incité par les profs d'EPS, mais qu'on a vu, c'est par exemple des élèves qui faisaient de l'EPS en groupe, mais chacun chez eux, avec du Snapchat, avec du WhatsApp, avec des vidéos, où ils ont recréé du collectif à distance. Et, allez, peut-être une petite cerise sur le gâteau, c'est j'ai des collègues qui ont reçu des messages de parents en disant « Merci ». Monsieur ou madame le prof d'EPS, parce que c'est mon fils ou ma fille qui me fait faire de l'activité physique avec lui ou avec elle grâce à ce que vous lui avez envoyé. Donc, merci. Là, franchement, chapeau. Concernant la gestion du stress, les élèves, celles et ceux qui vont redémarrer, et puis ils vont peut-être redémarrer uniquement au mois de septembre, en dehors de leur proposer, et tu sais très bien que ce n'est pas uniquement en pratiquant que ça fonctionne. C'est pas parce qu'on va pratiquer du yoga qu'on va davantage intégrer des techniques de remédiation, etc., des techniques de relaxation, pardon, que obligatoirement l'élève va se ressentir un peu mieux dans ses baskets. Sur quel levier, alors un petit peu didactique ou issu des recherches que tu peux effectuer, sur quel levier on peut travailler? Alors, juste avant de donner le levier, je vais juste faire un point, enfin 2 points qui me semblent importants pour contextualiser la suite de ma réponse. Le premier point, c'est que en fait, la situation qu'on vit en confinement et la situation qu'on va vivre en déconfinement, c'est que c'est une situation qui est stressante pour une raison, parce qu'il y a de l'incontrôlabilité de la situation. L'incontrôlabilité de la situation, c'est quoi? C'est être dans une situation où on a l'impression que quoi qu'on fasse, on a peu d'impact sur cette situation-là. Et donc, c'est un des 2 facteurs les plus stressants. Le premier facteur le plus stressant, c'est la menace d'évaluation sociale. C'est la peur d'être jugé négativement par autrui. Le deuxième, c'est l'incontrôlabilité. Et là, dans la période de confinement et de déconfinement, on est en plein dans l'incontrôlabilité, que ce soit les élèves ou les profs. Et c'est ta question de tout à l'heure sur le déconfinement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tous les profs d'EPS, tous les profs de toutes les disciplines se posent la question et on ne sait pas trop parce qu'on essaye d'avoir des infos ministérielles, des infos des IPR, on réfléchit des infos des collègues, mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire. Ça, c'est ma première précision. Ma deuxième précision, c'est la différence entre le stress et l'anxiété. Le stress, c'est produit par un événement, par une situation, et c'est une réponse de l'être humain, physiologique, psychologique, comportementale, à un événement qui le perturbe. Donc le stress, c'est forcément lié à une situation particulière, comme par exemple le confinement. Par contre, l'anxiété, c'est la capacité psychologique de l'être humain à renforcer le stress ou à créer du stress alors qu'il n'y a pas de stresseur ou alors que le stresseur a disparu. Et donc là, par rapport à ta question, il y a du stress parce qu'il y a une situation, c'est le confinement, mais il y a aussi de l'anxiété parce que psychologiquement, on rumine, psychologiquement, mais qu'est-ce qui se passe? On va renforcer le caractère stressant de la situation. Ça, c'est mes 2 premières précisions. Alors, concernant ta question sur les leviers, le premier levier, c'est le suivi des profs. C'est-à-dire qu'un prof qui a eu des contacts assez réguliers avec ses élèves pendant la période de confinement, qui va avoir des contacts réguliers avec ses élèves, soit parce qu'ils sont face à lui en cours, soit parce qu'il a des contacts parce qu'il fait du téléenseignement, parce que les élèves ne sont pas en cours, ce suivi des profs, c'est un élément qui va diminuer ce stress et cette anxiété. Pourquoi? Parce que c'est un repère pour l'élève. Et vu que c'est un repère, ça rassure. Donc ça, ce serait pour moi le premier levier. Le deuxième levier, c'est que la suite de l'EPS dans le déconfinement se fasse en présentiel ou se fasse à distance ou sur une modalité un petit peu intermédiaire, c'est venir sur les leviers motivationnels dont je parlais tout à l'heure. Adaptation aux caractéristiques, progressivité, choix, donner des feedbacks, proposer des situations dans lesquelles on va avoir du plaisir. Bref, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont des éléments constitutifs d'un climat motivationnel de maîtrise. Or, on sait, et ça a été prouvé à de nombreuses reprises, qu'un climat motivationnel de maîtrise est un élément qui fait diminuer le stress et l'anxiété. Donc, en gros, j'aurais tendance à dire,
Si vous êtes un enseignant d'EPS de ce type-là, continuez à être un enseignant d'EPS de ce type-là en vous adaptant aux contraintes réglementaires, sanitaires et à la situation physique et psychologique des élèves. Et vous allez réduire le stress de vos élèves et vous allez être un élément extrêmement fort, une sorte de force externe qui va y contribuer.